You're siding with the perpetrators and you're ignoring the victims. You're running a massive Epstein cover-up. You've been ordered by subpoena and by Congress to turn over 6 million documents, but you've turned over only 3 million. You've turned the People's Department of Justice into Trump's instrument of revenge. Trump orders up prosecutions like pizza, and you deliver every time. He tells you to go after James Comey, Letitia James, Lisa Cook, and Jerome Powell. Nothing in American history comes close to this complete corruption. This president is the first president in U.S. history. Le 9 février 2026, à 10 heures du matin, dans la salle du comité judiciaire de la Chambre des représentants des États-Unis à Washington, ce qui devait être une audience de routine a pris une tournure inhabituelle et inconfortable. La convocation de la procureure générale Pam Bondi dans le cadre de la House Judiciary Oversight Hearing, audience de contrôle judiciaire de la Chambre des représentants, un événement qui relève généralement du protocole dans les relations entre le pouvoir législatif et le ministère de la Justice, a rapidement cessé d'être une simple étape du calendrier institutionnel. Devant les caméras, les membres du Congrès présents, les journalistes attentifs et les dizaines de survivants du réseau d'exploitation sexuelle dirigé par Jeffrey Epstein, assis juste derrière le témoin principal, l'atmosphère était empreinte d'une tension qui ne se limitait pas aux mots échangés ou aux questions rédigées à l'avance. C'était une tension qui s'était accumulée depuis des années et qui, à ce moment-là, a trouvé le moyen de briser la barrière de la retenue institutionnelle. Il ne s'agissait pas seulement de savoir pourquoi la moitié des dossiers demandés par la Chambre restaient confidentiels, ni pourquoi, parmi les 3 millions de documents effectivement remis, les noms des survivants avaient été révélés alors que les noms des agresseurs et des facilitateurs restaient totalement confidentiels. Ce qui ressortait clairement ici, c'était une contradiction flagrante entre le rôle que le ministère de la Justice prétend remplir et les décisions qui, selon des parlementaires comme Jamie Raskin, étaient prises en interne selon des critères qui restent opaques. C'est cette tension qui se condensait dans le silence obstiné de Pam Bondi, qui refusait de regarder les membres du comité dans les yeux alors qu'elle était interrogée point par point. C'était ce malaise qui se lisait sur le visage de femmes comme Teresa Helm, Liz Stein, Sky Roberts, Amanda Roberts et tant d'autres survivantes qui, une à une, se sont levées et ont levé la main lorsqu'on leur a demandé si elles avaient, jusqu'à présent, été reçues par le procureur général. La présence de ces femmes, là au centre de la salle, non pas en tant que spectatrices, mais en tant que raison même de cette audience, a déplacé l'axe moral de l'événement. La députée Pramila Jayapal n'a pas demandé de retenue. Elle a demandé aux survivantes, si elles le souhaitaient, de se lever et de montrer visuellement au pays l'absence de dialogue avec l'État. Elles se sont levées. Toutes. La scène n'était pas chorégraphiée. Il n'y avait pas de slogan. Il n'y avait pas de pancarte. Seulement des femmes debout, les bras levés, devant une autorité qui a passé des années à éviter ce moment. Et c'est peut-être pour cela que le discours de Jamie Raskin, en tant que membre senior de la minorité démocrate au sein du comité, a pris toute son ampleur. Il n'a pas parlé d'un ton exalté, mais il a présenté une série de faits qui ne pouvaient être facilement contournés. Il a souligné que l'administration de Pam Bondi, nommée par Donald Trump, avait systématiquement évité de se conformer aux ordonnances de remise de documents, que plus de 3 millions de fichiers, dont des photographies, des vidéos, des mémos et des courriels internes, étaient toujours retenus sous prétexte de duplication, et que, malgré tout, ce qui avait été remis révélait quelque chose de plus grave, la dissimulation délibérée des noms des agresseurs et l'exposition indue des victimes qui n'avaient pas donné leur autorisation pour que leur identité soit révélée. L'accusation centrale de Raskin ne portait pas sur des erreurs administratives, mais sur une pratique institutionnelle qu'il a qualifiée, d'une voix ferme, de dissimulation massive, menée depuis le cœur même du ministère de la Justice. Selon lui,
Il ne s'agissait plus de spéculations ou d'allégations politiques, mais de décisions documentées qui indiquaient que l'organisme chargé de protéger les victimes était devenu un filtre pour protéger les puissants. Parmi les documents partiellement divulgués figuraient des mémos décrivant les abus, les noms des personnes impliquées et des registres des mouvements financiers. Mais les noms des hommes accusés de trafic, de viol et de proxénétisme étaient masqués. En revanche, les noms des femmes qui n'avaient jamais autorisé la divulgation de leur identité étaient exposés, accompagnés de photos, d'adresses et de détails intimes. Il s'agissait d'un déséquilibre si flagrant que, selon Raskin, il ne pouvait être interprété que comme une tentative d'intimidation et de musellement. L'audience a également abordé des aspects secondaires qui ont élargi le portrait institutionnel de la crise. Raskin a mentionné en détail des cas tels que celui de la poétesse Renée Good, assassinée par des agents fédéraux masqués, et celui de la professeure Mariamar Martinez, abattue par un agent de la patrouille frontalière qui, selon des SMS obtenus par des enquêtes locales, se vantait de son geste. Selon lui, ces affaires avaient en commun le refus systématique du ministère de la Justice de coopérer avec les procureurs généraux et les défenseurs publics, même lorsqu'il existait des preuves, des témoins et des enquêtes en cours. Pire encore, dans certains de ces cas, comme celui de l'infirmier Alex Prey, assassiné dans des circonstances encore non élucidées, le ministère public avait ouvert des enquêtes contre les propres familles des victimes sous de fragiles allégations d'entrave à la justice. Ce n'était pas seulement le contenu des témoignages qui rendait cette audience inhabituelle, c'était l'accumulation de gestes, d'omissions et de résistances institutionnelles qui, aux yeux de tout le pays, commençaient à former un schéma. Raskin, à la fin de son discours, a repris son ton direct et a déclaré que les procureurs n'étaient plus choisis pour leur qualification, mais pour leur disposition à obéir aux ordres directs du président. Il a mentionné Daniel Sassoon, Egan Scotton, Eric Siebert, tous des professionnels qui ont refusé de suivre des ordres qu'ils jugeaient illégaux ou contraires à l'éthique. Il a également mentionné ceux qui les ont remplacés. Les avocats personnels de Trump, comme Lindsay Halligan, nommé dans le district Est de Virginie sans aucune expérience en tant que procureur et dont les plaintes ont été invalidées par un juge fédéral. L'audience du 9 février ne s'est pas terminée par des résolutions ni par des promesses de mesures immédiates. Mais ce qui est resté en suspens et dans l'esprit des personnes présentes, c'est l'impression que le ministère de la Justice, dans sa forme actuelle, avait cessé d'être un espace de garantie institutionnelle pour devenir un instrument politique subordonné à des volontés extérieures. Une transformation qui, si elle se confirme dans les prochains mois, pourrait reconfigurer les bases de la relation entre l'exécutif et la justice dans le pays. Pour ceux qui suivent attentivement les signaux institutionnels, il convient de continuer à observer les développements avec un regard attentif et un engagement rigoureux. Ce canal continue de suivre, étape par étape, les événements qui sont encore en cours. À partir de ce moment initial de l'audience devant la commission judiciaire de la Chambre, avec les survivantes debout et les paroles de Jamie Raskin résonnant encore dans la salle, ce qui s'est déroulé dans les minutes qui ont suivi n'était pas seulement une série de questions et de réponses, mais une exposition lente et tendue des couches institutionnelles qui s'étaient accumulées au fil des ans. Le nom de l'événement, House Judiciary Oversight Hearing on DOJ Conduct in the Epstein Files, audience de contrôle judiciaire de la Chambre sur la conduite du ministère de la Justice dans les dossiers Epstein, indiquait clairement l'objet de la session, mais à mesure que d'autres parlementaires prenaient la parole, il est devenu évident que l'épisode dépassait le cas Epstein. Ce qui était en jeu, c'était la manière dont le ministère de la Justice avait été utilisé ou modelé sous la direction de Pam Bondi, nommé directement par Donald Trump pour servir non pas l'intérêt public, mais les ordres politiques émanant de la Maison-Blanche et de son entourage. Immédiat.
Pam Bondi, avec une attitude soigneusement contrôlée, essayait de maintenir un discours technique. Elle parlait de procédures, de protocoles, de confidentialité et du volume massif de données qui aurait nécessité un effort surhumain pour être traité en temps utile. Mais à chaque argument qu'elle présentait, une nouvelle interpellation de la part de parlementaires tels que Pramila Jayapal. Jerry Nadler et Madeleine Dean surgissaient, montrant que les points de tension allaient au-delà de la gestion des archives. Ils étaient également présents dans le choix des noms qui dirigeaient les enquêtes, dans la décision d'ouvrir ou de classer des enquêtes sur la base d'orientations externes et dans l'interruption brutale de procédures menées par des procureurs à la réputation solide et à l'indépendance reconnue. À partir de ce moment, des noms spécifiques ont commencé à circuler fréquemment. Daniel Sassoon, initialement nommé à la tête du parquet de Manhattan, avait démissionné après avoir refusé d'exécuter un ordre qu'elle jugeait profondément contraire à l'éthique. Sa lettre de démission, lue en partie par Raskin, mentionnait directement la tentative d'empêcher une accusation contre le maire de New York, Eric Adams, comme monnaie d'échange politique. Son remplaçant immédiat, Hagen Scotton, vétéran de guerre, avocat fédéral, ancien clerc de juge de la Cour suprême, a également démissionné dans une lettre adressée directement à la chef de cabinet de Bondi, affirmant qu'il ne serait ni assez lâche, ni assez idiot pour aller de l'avant avec ce plan. C'est dans ce contexte que le remplacement d'Eric Siebert par l'avocate Lindsay Halligan dans le district et de Virginie a pris tout son sens. Halligan, ancienne avocate personnelle de Trump dans l'affaire Mar-a-Lago, n'avait jamais exercé en tant que procureur. Elle a néanmoins pris la tête de l'un des districts les plus stratégiques du pays et, en moins de 2 semaines, a présenté des accusations contre des personnalités publiques sans preuves factuelles suffisantes. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'un juge fédéral annule l'ensemble de la procédure, qualifiant la nomination de corrompue et viciée dès l'origine. Cette décision a, à elle seule, provoqué un court-circuit dans le système des nominations fédérales et a ouvert un précédent pour de futures remises en question de la légalité des nominations effectuées sous l'influence directe de l'exécutif. Dans le même temps, le ministère de la Justice est devenu la cible d'une résistance interne, non seulement de la part des procureurs et des procureurs généraux, mais aussi des juristes chargés d'évaluer le comportement éthique de l'institution elle-même. Ce sont ces experts qui ont identifié des schémas récurrents dans la manière dont les documents étaient rédigés ou modifiés avant d'être remis au Congrès. Certains des rapports, initialement classés comme doublons, contenaient des notes manuscrites d'agents fédéraux qui complétaient des témoignages antérieurs des victimes. Dans au moins 16 cas, les documents indiquaient les noms, les heures et les lieux des rencontres entre Epstein et des intermédiaires liés à des personnalités publiques, mais ces passages étaient caviardés, tandis que les passages contenant les noms des victimes étaient lisibles, avec des photos et des récits personnels détaillés. Après avoir comparé les documents remis et les rapports internes du FBI, certains parlementaires ont commencé à souligner qu'il ne s'agissait pas d'une erreur ou d'un excès de zèle, mais d'une politique active de protection sélective. Jamie Raskin, par exemple, a soutenu qu'il existait un modèle de censure qui favorisait les accusés et punissait les victimes, non pas judiciairement, mais moralement, publiquement, en exposant des données personnelles que beaucoup n'avaient même jamais partagées avec leur famille. À ce stade de l'audience, la commission a commencé à écouter, dans un temps réduit, des extraits de témoignages enregistrés d'anciens agents et procureurs démis de leurs fonctions. L'un d'eux, identifié uniquement comme Witness D, a déclaré hors caméra que des messages envoyés par Pam Bondi à ses assistants directs auraient mentionné la nécessité de protéger les alliés du président. Ces affirmations, qui n'ont pas encore été officiellement confirmées, ont été consignées dans le procès-verbal de l'audience et transmises au Bureau de l'intégrité gouvernementale pour une enquête indépendante. Ce contexte, où des données incomplètes se mêlent à des soupçons d'ingérence politique directe,
a intensifié la méfiance entre les membres du Congrès et le ministère de la Justice. Le député Jerry Nadler, qui avait déjà supervisé l'affaire Mueller des années auparavant, a déclaré qu'il n'avait pas vu une telle résistance institutionnelle depuis le scandale du Watergate. Et même si l'analogie semble grave, de nombreux juristes s'accordent à dire que le scénario actuel comporte quelque chose de structurellement instable, le chevauchement d'intérêts privés sur le fonctionnement d'organismes qui devraient opérer en toute autonomie. Parallèlement, les demandes publiques se multipliaient pour que la commission spéciale mise en place au Sénat, dirigée par les sénateurs Dick Durbin et Sheldon Whitehouse, commence à travailler avec la Chambre des représentants afin de définir de nouvelles normes de transparence pour les affaires impliquant des crimes à fort impact public. La proposition est que, désormais, les dossiers tels que ceux de l'affaire Epstein soient obligatoirement examinés par une commission à plusieurs niveaux avant leur divulgation publique, afin d'éviter que la décision de protéger ou d'exposer ne repose uniquement sur le bureau du procureur général. Cette convergence entre protestation, données révélatrices, rapports internes et mobilisation politique a donné toute sa densité à l'audience. Il ne s'agissait pas simplement d'un événement parlementaire de plus. Elle est devenue une sorte de radiographie de la manière dont les institutions, même lorsqu'elles semblent stables, peuvent être mises à rude épreuve lorsqu'elles sont mises au service d'une seule personnalité politique. Et plus encore, comment cette tension se répercute en dehors des couloirs du pouvoir, touchant des vies réelles, des histoires, des personnes comme Marina Lera, Jess Michaels, Laura Bloom McGee, Danny Bensky, des femmes qui attendent encore, après des décennies, une reconnaissance qui dépasse le discours et se transforme en justice effective. Dans des moments comme celui-ci, où l'information prend le pas sur la rhétorique, un suivi critique et constant devient indispensable. L'analyse des contextes et le suivi des signaux institutionnels permettent de comprendre la gravité de ce qui se passe. C'est pourquoi rester connecté à des espaces de recherche éditoriale sérieuse reste un outil fondamental pour ceux qui ne veulent pas seulement assister aux événements, mais les comprendre en profondeur. Au fur et à mesure que l'audience avançait et que les questions cessèrent d'être prudentes pour devenir directes, il devenait évident que le pays n'assistait plus à une simple divergence administrative. Ce qui avait commencé comme une séance formelle de supervision du traitement des dossiers liés à Jeffrey Epstein par le bureau du procureur général s'est rapidement transformé en un examen public des limites entre la légalité formelle, l'influence politique et la responsabilité institutionnelle. C'est à ce moment-là, alors que les survivants étaient encore présents dans l'auditorium, suivant chaque réponse avec une attente contenue, et que les parlementaires utilisaient leurs minutes chronométrées pour alterner entre dénonciation et demande objective d'éclaircissement, que la commission judiciaire de la Chambre a montré, devant les caméras, des signes évidents d'érosion de la confiance qui soutient le ministère de la Justice. La session conservait le titre officiel de House Judiciary Oversight Hearing on Department of Justice Conduct in the Epstein Files. Audition de contrôle judiciaire de la Chambre sur la conduite du ministère de la Justice dans les dossiers Epstein. Mais ce qui se déroulait en plénière dépassait la formalité du nom. Pour beaucoup, c'était le moment où une institution traditionnelle était confrontée à ses propres choix. La tension qui s'est installée ne se limitait pas à la division classique entre les partis. Le conflit reflétait des interprétations différentes de la signification de la justice dans un pays ayant l'histoire constitutionnelle des États-Unis d'Amérique. Des parlementaires tels que Jamie Raskin et Pramila Jayapal soutenaient que la procureure générale Pam Bondi avait franchi une ligne sensible en permettant que des décisions techniques soient influencées par des critères politiques.
Selon cette interprétation, il ne s'agissait pas seulement de défaillances ponctuelles, mais de décisions délibérées, justifiées par des arguments jugés fragiles et accompagnées de communications internes qui, bien qu'elles ne constituaient pas une illégalité formelle, compromettaient le pacte de confiance entre le ministère de la Justice et le Congrès. À l'inverse, les membres du comité alignés sur le secteur républicain le plus proche de Donald Trump affirmaient que ces critiques représentaient une tentative de dramatiser des procédures techniques légitimes afin d'affaiblir l'exécutif. Néanmoins, même parmi ces parlementaires, on pouvait percevoir une certaine prudence. Peu d'entre eux défendaient avec conviction le modèle d'édition adopté dans les documents, et presque personne n'offrait d'explication claire au fait que les noms des victimes aient été divulgués alors que ceux des personnes faisant l'objet d'une enquête restaient protégés. Les raisons de cette stratégie continuent d'être discutées dans différents cercles juridiques. Certains experts affirment que le ministère de la Justice a peut-être choisi de préserver l'identité de certaines personnes faisant l'objet d'une enquête en raison de l'existence d'enquêtes parallèles, tant aux États-Unis que dans d'autres pays. Selon ce point de vue, une divulgation anticipée pourrait nuire aux accords de coopération internationale ou compromettre les enquêtes en cours. D'autres juristes remettent toutefois en question cette justification, soulignant que, dans le même temps, les informations concernant les personnes ayant demandé l'anonymat ont été rendues publiques. Cette apparente incohérence déplace le débat vers un point délicat, où les principes de protection juridique entrent en tension directe avec les attentes sociales en matière d'équité et de transparence. Parmi les spécialistes de la gouvernance publique, l'idée que l'action de Pam Bondi doit être comprise dans un contexte institutionnel plus large fait également son chemin. Le retour de Donald Trump a une influence directe sur les nominations stratégiques, les priorités administratives et les orientations internes de l'appareil fédéral, a modifié l'environnement décisionnel. Dans ce contexte, les témoignages des procureurs qui ont quitté leurs fonctions, tels que Daniel Sassoon, Egan Scotton et Eric Siebert, prennent un poids supplémentaire. Leurs lettres font état de pressions politiques fréquentes, de remplacements liés à la loyauté personnelle et d'orientations indirectes visant à réorienter ou à interrompre des enquêtes jugées sensibles. Même s'il n'y a pas de consensus absolu sur la portée de ces allégations, le contenu de ces témoignages contribue à renforcer la perception d'une érosion institutionnelle. Au Congrès, les réponses possibles font toujours l'objet de débats. Une partie des membres de la commission préconise l'ouverture d'une enquête indépendante du ministère de la Justice, afin d'examiner en détail le traitement réservé au dossier de Jeffrey Epstein et les critères utilisés pour les nominations au sein du système fédéral d'accusation. Une autre partie préfère renforcer les mécanismes existants, en élargissant les attributions du Government Accountability Office et de l'Office of Professional Responsibility, garantissant ainsi un accès plus large et automatique à ce type de documentation. L'impasse porte sur l'ampleur des mesures et la rapidité de leur mise en œuvre. Alors que les procédures institutionnelles suivent leur cours, la confiance du public montre des signes évidents de fragilité. L'audience qui s'est tenue le 9 février 2026 s'est terminée sans annonce de réformes immédiates ni geste de réconciliation. Les survivants ont quitté la salle plénière sans obtenir de réponse concrète. Les parlementaires ont conclu leur déclaration devant un témoin qui, à plusieurs reprises, a choisi d'éviter le contact visuel direct. Il subsiste le sentiment que le pays traverse un nouveau cycle de tensions institutionnelles qui ne peut être résolu par des communiqués officiels. Il s'agit d'un processus qui exige un suivi continu, la mobilisation de la société civile et un engagement durable en faveur du rétablissement de la crédibilité.
Suivre l'évolution de cette affaire n'est donc pas seulement un choix narratif, c'est une responsabilité publique. Ce qui est en jeu dépasse le passé controversé de Jeffrey Epstein. Cela concerne le présent des institutions et a des conséquences sur l'avenir de la confiance collective envers leurs dirigeants. Nous continuerons à observer chaque étape, à analyser les décisions et à contextualiser les faits, avec l'engagement d'offrir une lecture claire, objective et attentive du scénario institutionnel qui se dessine encore aux États-Unis d'Amérique.